La jeunesse, c'est un terme englobant qui va masquer une grande diversité d'expériences, de parcours puis d'aspirations. Mais la jeunesse a quand même force de symbole. Puis à l'époque, elle incarne une ouverture sur le monde, une remise en question de l'ordre établi, une aspiration à la liberté et des valeurs nouvelles pour un monde nouveau. Qui va être l'homme de l'année 1966 du magazine Times, les moins de 25 ans. Dans l'imaginaire politique, les décennies 1960-1970 sont fortement associées à une jeunesse bouillante, revendicatrice. On peut penser, entre autres, à l'opposition à la guerre du Vietnam, qui va être un moment de socialisation politique important pour grand nombre de jeunes de l'époque. On peut nommer aussi le mouvement des droits civils aux États-Unis, mais qui va s'étendre aussi au-delà. À un autre niveau, ces décennies vont être associées à la contre-culture, au mouvement hippie, à une libération des mœurs, entre autres, qui se voit dans la musique. Puis à ce niveau-là, l'année 1968 est vraiment emblématique d'une prise de parole, prise d'action d'une frange minoritaire, c'est important d'insister là-dessus, minoritaire mais visible de la jeunesse. L'exemple le plus connu, c'est probablement le mai 1968 français, mais il faut voir vraiment la résonance internationale de cette prise de parole, prise d'action de la jeunesse. Aux États-Unis, c'est Berkeley, Columbia, à Chicago, des affrontements entre des étudiants puis des policiers pendant la convention du Parti démocrate. C'est aussi des révoltes étudiantes à Berlin, Tokyo, au Sénégal, à Mexico. Plus près de nous, l'historien Joël Béliveau a fait une étude vraiment excellente sur le mouvement étudiant acadien. Montréal s'inscrit dans ce mouvement planétaire avec, entre autres, la grande grève étudiante de 1968. C'est important de dire que si les enjeux varient d'une échelle à l'autre, par exemple, au Québec, on ne retrouve pas l'association entre le mouvement ouvrier puis le mouvement étudiant comme à Paris, par exemple, comme en France. Par contre, ici, il y a un grand mouvement d'affirmation nationale à travers le mouvement étudiant qui se voit, entre autres, avec McGill français, le mouvement McGill français en 1969 qui réclame que l'Université McGill devienne francophone. Donc, les enjeux varient, mais il demeure qu'un peu partout sur la planète, la jeunesse exprime de façon spectaculaire puis bruyante son refus du monde d'hier. C'est une génération numériquement imposante, celle du baby-boom, qui va profiter d'une scolarisation prolongée, va profiter aussi du contexte favorable des 30 Glorieuses, donc l'optimisme d'après-guerre. C'est la première génération qui va grandir dans une société de consommation, va avoir une certaine facilité à entrer sur le marché du travail. Ils vont aussi développer leur conscience politique dans une décennie marquée par des mouvements de décolonisation en Afrique, en Asie, d'émancipation en Amérique latine. C'est une période de détente dans la guerre froide, donc vraiment, il y a une impression que le monde change. Et tout ça mis ensemble va contribuer chez plusieurs à favoriser une confiance conquérante, une confiance en sa capacité d'agir sur le monde. Contrairement à la France ou aux États-Unis, par exemple, où les structures de pouvoir ont durci le ton dès les premières revendications des jeunes, au Québec, on a l'impression finalement que la génération plus âgée va vraiment ouvrir les bras,
se laisser porter par cette montée de la jeunesse. L'Expo 67, l'Exposition universelle à Montréal en 1967, c'est vraiment un excellent exemple d'une ouverture de la génération plus âgée à la jeunesse. Il faut savoir que le baby-boom est moins important qu'au Québec que, par exemple, aux États-Unis, en Australie ou même au Canada anglais. Par contre, en termes symboliques, le baby-boom a ici une signification particulière comme amplifiée par une impression de rupture dans le temps à la suite du changement de régime qui se fait à la mort de Duplessis. Puis là, évidemment, il y a plusieurs historiennes puis historiens qui ont relativisé cette idée de coupure dans le temps en soulignant les racines antérieures de la Révolution tranquille. Il reste que c'est une idée qui a force dans le discours. On le voit dans le discours des réformateurs au pouvoir qui veulent marquer la coupure avec l'ordre ancien en s'associant à une jeunesse symboliquement et démographiquement forte. Et là, l'abaissement de l'âge électoral à 18 ans en 1964, c'en est un excellent exemple. En fait, j'ai mené des recherches sur le sujet avec ma collègue Louise Bienvenue. Nous, ça nous fascinait de revoir le redécoupage entre les frontières arbitraires entre l'enfance et l'âge adulte. Puis, rapidement, ça nous est apparu comme un symbole fort de la révolution des âges qui s'opère parallèlement à la Révolution tranquille au Québec. Et là, encore une fois, il faut resituer les événements dans un contexte international plus large. Il y a vraiment une remarquable synchronie à ce niveau-là. Par exemple, au palier fédéral canadien, c'est 6 ans après le Québec, donc en 1970, que l'âge va être porté à 18 ans. En Grande-Bretagne, c'est en 1969, aux États-Unis, 1971, en France, 1974. Quels ont été les effets immédiats de l'abaissement de l'âge électoral pour les jeunes? La mesure va être ressentie par les jeunes comme un appel à la responsabilisation. Et là, je le souligne parce qu'on l'ignore souvent, à cette époque, le primaire compte encore 7 années à l'élémentaire, ce qui fait que les finissants du secondaire vont obtenir leurs 18 ans pendant l'année scolaire. Ça va placer les écoles secondaires dans les tournées électorales. Ça semble complètement surréaliste aujourd'hui. Ce qui ressort aussi des témoignages de l'époque, c'est que beaucoup de jeunes se sentent pas suffisamment préparés, pas suffisamment politisés pour répondre à l'appel. Et là, ça contraste vraiment avec les discours plus militants qui célébraient une jeunesse instruite, plus politisée, vraiment presque toute puissance. Puis d'ailleurs, c'est une lacune qui va être ressentie plus vivement chez les filles. Il y a un petit bijou documentaire à l'époque qui illustre vraiment bien ce contraste entre une jeunesse idéalisée puis la jeunesse réelle. C'est le film « Jeunesse année zéro », réalisé par Louis Portugais en 1963. Le film avait été commandé en fait par la Fédération libérale du Québec, qui va être complètement scandalisée pendant son visionnement puis qui va même tenter d'en empêcher la diffusion, semble-t-il. Je vais vous expliquer ce qui les avait autant choqués. En fait, les jeunes interviewés sont essentiellement des jeunes garçons. Il y a une centaine de jeunes interviewés un peu partout au Québec, essentiellement des jeunes garçons issus des milieux ruraux, ouvriers. Plusieurs sont chômeurs et ils se montrent fortement inquiets envers l'avenir. Ça contraste beaucoup avec le discours de d'autres jeunes interrogés, les étudiants, qui sont beaucoup plus optimistes face à l'avenir. Un peu comme si l'impression de faire partie d'une époque de grande transformation, de faire partie, de prendre part active à la Révolution tranquille, finalement, de vivre une époque extraordinaire, était exprimée seulement par les plus privilégiés. Un aspect qui va particulièrement scandaliser Jean Lesage quand il va prendre connaissance du documentaire, c'est que la politique ne semble vraiment pas être une priorité pour les jeunes. Et ça va être confirmé par plusieurs enquêtes scientifiques de l'époque. Ceux qui sont perçus par les réformistes comme la clé de voûte de la transformation sociale vont faire passer la réussite personnelle bien avant des valeurs de nationalisme ou de révolution. Ces observations-là nous amènent à nuancer fortement
l'image de la génération des années 60 comme étant unanimement rebelle, politisée et engagée. On peut évidemment pas parler de la jeunesse puis de la Révolution tranquille sans parler des grandes réformes en éducation des années 1960. Dans l'imaginaire collectif, le point culminant des réformes demeure le rapport parent. Si les idées qui sont proposées ne sont pas nécessairement nouvelles, et surtout au niveau des idées pédagogiques, les moyens qu'on se donne pour repenser l'architecture d'ensemble de l'éducation au Québec le sont. Et c'est à cet égard que le rapport parent est encore perçu aujourd'hui comme un des principaux actes de naissance du Québec moderne, entre autres parce qu'il représente encore aujourd'hui une double aspiration de son époque, l'entrée du Québec dans la modernité, puis une démocratisation de la société. Je mentionne rapidement des repères chronologiques pour montrer l'effort de démocratisation en cours. En 1961, la Grande Charte de l'éducation va rendre l'instruction obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Au même moment, on oblige les institutions scolaires à offrir sur leur territoire l'instruction jusqu'à la 11e année. Et ça correspond à l'arrivée des enfants du baby-boom sur les bancs de l'école secondaire. 1964, c'est connu. Le ministère de l'Éducation va être créé. L'État reprend les rênes en matière éducative pour la première fois depuis 1875. Dans le but d'offrir l'éducation vraiment sur l'ensemble de son territoire, les cégeps vont être mis sur pied à partir de 1967, le réseau des universités du Québec à partir de 1968. 1968, c'est aussi l'arrivée des premières polyvalentes qui vont faire disparaître même les collèges classiques, des institutions vieilles de plus de 300 ans au Québec. Et là, c'est un puissant symbole, parce que pour les réformateurs, pour ceux qui pensent les réformes en éducation, c'est clair que le système ne peut plus privilégier une minorité de la population, ne peut plus servir uniquement à l'élite, comme par le passé, parce que ça pénalise fortement la nation qui y perd une importante partie de son capital intellectuel. Le système d'éducation doit au contraire corriger ces inégalités. Comment le rapport parent conçoit la jeunesse? Pour les commissaires, c'est une jeunesse nouvelle, potentiellement supérieure, c'est vraiment les termes qu'on utilise, qui vont mettre de l'avant. Et puis là, ils insistent beaucoup sur les nouveaux médias de masse qui contribuent à les rendre plus informés, plus ouverts sur le monde, vraiment supérieurs aux générations précédentes. Ils vont beaucoup aussi parler du mouvement étudiant, surtout dans les derniers tomes. Pour eux, c'est un grand signe de vitalité. Ils disent se réjouir des critiques que font les jeunes, qui sont, selon eux, tout à fait pénétrantes. Et là, une chose que je trouve intéressante à souligner, c'est de voir comment la façon dont on représente la jeunesse correspond aussi aux conceptions pédagogiques qu'on associe à l'éducation nouvelle. Donc, c'est-à-dire des méthodes pédagogiques actives, centrées sur l'enfant, auxquelles les élèves ont été exposés depuis déjà plusieurs décennies. En fait, c'est en 1948 que l'élémentaire va faire une grande réforme qui met de l'avant ces réformes-là. Donc, une circularité ici importante à prendre en compte. Je veux souligner que si les jeunes pris dans leur ensemble sont posés comme des acteurs sociaux, il y a une plus grande réticence envers l'action politique puis le militantisme des adolescents et en particulier des filles. Et là, on peut voir dans cette réticence-là envers l'action politique des adolescents l'influence des théories psychologiques développementales, entre autres des théories de Piaget, qui montrent le développement de l'individu comme une succession de stades où l'enfant doit intérioriser vraiment la rationalité de l'adulte progressivement. Et puis, ça va être beaucoup mis de l'avant pour justifier le fait qu'on tient les enfants éloignés de la politique juste à temps qu'ils soient prêts, finalement, surtout les filles. Justement, dans mes recherches doctorales, je me concentre sur l'adolescence. En fait, j'étudie les modèles de citoyenneté puis de participation politique qui sont présentés aux élèves du secondaire dans la deuxième moitié du 20e siècle. Ce qui me fascine dans les journaux étudiants de l'époque,
plusieurs choses. D'une part, il y a une grande circulation. Le journal étudiant d'une école peut être envoyé une centaine d'institutions dans la province, puis même au-delà, qui en retour leur envoient leurs journaux. Donc, il y a une grande, grande circulation des idées, des débats entre élèves d'un peu partout qui se fait à travers eux. Aussi, force est de constater pour la décennie 1960 que les journalistes étudiants du secondaire sont informés, politisés, ils sont conscients du grand rôle qu'il leur est donné dans la société, puis ils veulent s'en montrer dignes, ils veulent prendre une part active au débat de société. Et là, on voit d'ailleurs plusieurs exemples dans les journaux de manifestations d'élèves du secondaire, des fois dans le mouvement étudiant, mais d'autres fois par eux-mêmes, des occupations d'école, parfois pendant plusieurs journées, bref, de la contestation. C'est sûr, c'est des exemples plus spectaculaires qui marquent l'esprit, mais faut garder en tête que c'est le fait d'une minorité. Puis d'ailleurs, le type de contestation privilégiée varie beaucoup selon le genre. Qu'est-ce qu'on remarque comme distinction en fonction du genre au niveau de la contestation dans les journaux? Bien, les garçons vont avoir un type de contestation beaucoup plus frontal, si je peux dire ça comme ça. Ils prennent vraiment plaisir à célébrer, probablement exagérer, leur coup d'éclat, vont obtenir davantage d'attention médiatique dans les grands médias, mais s'en accordent eux-mêmes davantage dans les journaux étudiants. Les filles sont aussi actives, mais ils vont privilégier justement des moyens moins frontaux. Entre autres, on peut penser à des pétitions, des lettres aux députés, des journées d'études. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence genrée-là importante? Il y a plusieurs spécialistes de la socialisation genrée à l'école aujourd'hui qui font ressortir que les garçons à l'école, en dehors aussi, mais à l'école, seraient davantage encouragés à confronter l'autorité, à être insolents, tandis qu'on attendrait plus de docilité de la part des filles. Ça, c'est un premier élément d'explication. Mes recherches suggèrent également que la contestation des filles est moins tolérée, des filles, mais aussi des élèves plus jeunes, est moins tolérée dans les écoles secondaires. Donc, en ce sens, on pourrait concevoir que les filles vont choisir des moyens dans les limites de ce qui est accepté à l'école. Aussi, des travaux comme ceux de Danielle Poitras, entre autres, ont souligné qu'il y a moins de modèles féminins auxquels elles pourraient s'associer, entre autres dans le mouvement étudiant, mais aussi dans les mouvements syndicaux, politiques. Ça n'empêche pas des filles de vouloir contester des normes genrées qui balisent leur parcours, tant dans la vie politique, mais aussi à l'école. Et là, des figures comme Claire Kirkland-Casgrain, première femme députée élue à l'Assemblée nationale, vont être vraiment mises de l'avant par celles qui veulent contester le statu quo. Est-ce qu'on surestime le conflit de génération dans la Révolution tranquille? Tout à fait. Puis dans mes recherches, c'est ce que je vois beaucoup, c'est la dynamique intergénérationnelle, le jeu d'alliance qui, selon les enjeux, parce qu'ils sont multiples à l'époque, vont avoir cours pendant une grande période, oui, de contestation, où les mouvements nationalistes, on pourrait dire plus tard dans les décennies 70, écologistes, ouvriers, etc., vont être, syndicaux, en fait, vont être quand même assez présents. Donc oui, il y a des alliances intergénérationnelles très importantes. Puis d'ailleurs, on peut pas réduire les conflits juste à une opposition entre jeunes et vieux, même si c'est un aspect qui demeure important. Et là aussi, je voudrais ajouter que quand on privilégie un mode d'interprétation binaire jeune-vieux, on se trouve aussi à minimiser les rapports de pouvoir à l'intérieur d'une même classe d'âge en fonction de l'intersectionnalité de facteurs comme l'âge, y compris de l'âge aussi, qui joue, on l'a vu avec les élèves plus jeunes qui sont davantage censurés. Donc, l'âge, la racialisation, la classe sociale, beaucoup le niveau d'éducation, la capacité, et j'en passe. Donc, c'est important à garder en tête dans notre interprétation de la Révolution tranquille. Et je crois que ce qui m'a le plus marqué dans mes recherches en archives, c'est vraiment la grande valorisation de la jeunesse dont je parlais tantôt, la confiance absolue dans la jeunesse
puis le progrès, la confiance absolue dans l'avenir. Je me souviens en particulier des discours de Gérin Lajoie, qui était ministre de l'Éducation. Ça me fascine vraiment de voir à quel point, oui, il valorise la jeunesse, mais non seulement dans ses discours, très, très, très souvent, il s'adresse directement aux étudiants, aux élèves, aux jeunes. Et ça, on voit plus ça aujourd'hui. Ça en dit long quand même sur notre société. On peut faire un parallèle vraiment intéressant avec ce qui se passe aujourd'hui aussi au niveau de la valorisation, du manque de valorisation de l'éducation, de la reconnaissance de la profession enseignante. Donc oui, je pense que c'est un des aspects qui m'a le plus marqué, ou du moins qui anime le plus mes réflexions pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec l'éducation et notre rapport à la jeunesse.